Cour d'assises de Douai. L'homme qui arrive dans ce fourgon cellulaire va être jugé pour un meurtre qu'il aurait commis au sein de sa propre famille. Il s'appelle Gérard Sictor et il est accusé d'avoir tué son frère Jean-Luc. Depuis 2 ans et demi, il clame son innocence et il espère ressortir libre à l'issue de ce procès. Face à lui, son deuxième frère Jacques et sa sœur Annick. Ils soupçonnent Gérard d'avoir commis le crime et ils attendent que ce procès fasse toute la lumière sur cette affaire. Ce que je veux, c'est qu'il avoue et puis qu'il nous explique ce qui s'est passé réellement ce soir-là. Je pense que ça sera long, ça sera très long à pardonner, On ne peut pas pardonner un fait comme ça, mais je pense qu'il faut qu'il fasse aussi pour Jean-Luc et pour nos parents, Il faut qu'ils disent la vérité. Mais quelle est la vérité? Lors de sa garde à vue, Gérard Sictor a avoué, puis il s'est rétracté. Mais ses premiers aveux risquent de peser lourd contre lui. Ses défenseurs, Maître Dupond-Moretti, et son collaborateur, Maître Demarque, le savent bien. On imagine qu'à compter du moment où on a des aveux, on a la vérité. On est dans cette culture. Et tout le reste est totalement bâclé. Pendant le procès, le célèbre avocat lillois va tenter de remettre en cause l'enquête de police. Maître Dupond-Moretti a déjà réussi à faire libérer 82 de ses clients. Réussira-t-il cette fois encore? L'audience est ouverte, asseyez-vous. Pendant cette première matinée, la présidente va commencer par revenir sur les faits. Tout commence le 9 juillet 2006, le soir de la finale de la Coupe du monde de football. La France et l'Italie s'affrontent. Les Français sont rivés aux faits et gestes de Zidane. Jean-Luc vit à Magny, un petit village minier du Nord. Il regarde le match avec ses amis au bowling, à 100 mètres de chez lui. Pendant le match, il appelle sa sœur Annick. Dans la soirée de la Coupe du monde de football, il nous avait appelé vers 21 h pour nous dire il était joyeux, il chantait au téléphone, on va être champion du monde, on va être champion du monde. C'était la France c'était le premier but. Donc il avait appelé sur le téléphone d'Éric et Éric lui a même dit, écoute, le match n'est pas terminé, il faut attendre la fin du match, Et c'est la dernière fois qu'on l'a eu au téléphone. Vers 23h30, Jean-Luc quitte le bowling. C'est la dernière fois qu'on le verra vivant. Qu'a-t-il fait ensuite? Mystère. Est-il rentré à son domicile, au-dessus de ce café où il vit avec son frère Gérard? Personne n'est capable de le dire. Jean-Luc a disparu. 2 jours plus tard, Annick s'inquiète. Jean-Luc ne répond pas à ses appels, elle apprend qu'il n'est pas allé à son travail. Elle se rend chez lui, au-dessus du café, avec quelques amis. Avec les voisins, on a défoncé la porte de l'appartement à Jean-Luc. Il n'était pas dedans. Je vous cache pas, je pensais qu'il avait fait une bêtise, Annick et ses amis espèrent que Jean-Luc est toujours vivant. Pour tenter de le retrouver, ils contactent les journaux locaux. Gérard, qui n'est pas encore accusé, connaît bien les gendarmes et les policiers de la région. Il essaye lui aussi d'accélérer les recherches. Sa tante Stéphanie s'en souvient très bien. Gérard, il était inquiet. Mais au départ, il s'est dit, tiens, il se peut très bien qu'il a fait la fête. Mais déjà quelques jours auparavant, il l'a trouvé très soucieux. Il disait, qu'est-ce qui ne va pas, Gérard? Jean-Luc, ça ne va pas, tu ne vas pas bien. Il ne répondait pas. Il dit, ne te mêle pas de ça, ne te mêle pas de ça. Fugue, enlèvement, accident. Pendant longtemps, l'enquête piétine. Toutes les hypothèses restent possibles. Mais peu à peu, les proches de Jean-Luc perdent de l'espoir. Un moment où j'étais sûre que Jean-Luc n'était plus là, c'était le jour de mon anniversaire. Le 15 septembre, j'étais dans la salle de bain, un matin, et puis j'ai crié. J'ai crié, j'ai dit, Jean-Luc est mort, c'est sûr. Une genre de révélation comme ça, Bah oui, parce que... C'est l'instinct famille. Que ce soit mes 20 ans, mes 25 ans, mes 30 ans, mes 35 ans, mes 40 ans, 20 ans, j'ai eu 20 roses, 25 ans, j'ai eu 25 roses, 30 ans, j'ai eu 30 roses. Enfin, je sais pas comment je peux vous le dire,
Jean-Luc, même si ça, il se veut pas, enfin, c'est un homme, quoi. Il y en a, ils savent pas trop choisir, quoi. Donc il offrait toujours des fleurs. Il était sûr que ça faisait toujours plaisir, quoi. Et pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles, donc. Le 26 octobre 2006, coup de théâtre. Près de 4 mois après la disparition de Jean-Luc, un cadavre est découvert dans un puisard des environs. Le soir même, Annick aperçoit une équipe de télévision stationnée devant l'appartement de Jean-Luc. À ce moment-là, elle ignore encore la macabre découverte. Je me gare, je fais demi-tour, je m'arrête à côté des journalistes et je vous cache pas, j'ai été contente. J'étais contente et je sors, puis donc je me présente. Hein, je dis, vous venez pour la disparition de mon frère, vous allez faire un reportage, ça va être médiatisé. Et donc c'était une dame et un monsieur qui était là en train de filmer. Et elle me dit, donc vous êtes au courant? Je dis, comment ça au courant? Et je dis, il se passe quelque chose. Et elle se retourne vers le caméraman. Je dis, madame, vous en avez trop dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, ben voilà, elle dit, on a découvert un corps aux alentours de Manille. Et votre frère est la seule personne qui est disparue dans le secteur. Donc on est venu filmer le café. Afin d'identifier le cadavre, les gendarmes montrent à Annick des photos de ses vêtements. Il n'y a aucun doute. Il y a un t-shirt qui est accroché contre un mur, le jean également. Et bah, c'est tous les affaires à Jean-Luc. C'est tous les affaires à Jean-Luc. Le cadavre a été retrouvé dans ce puisard, fermé par une plaque de fonte de 60 kg. La thèse de l'homicide est donc évidente. Mais l'état de décomposition du cadavre ne permet pas de déterminer la cause de la mort. Dès lors, une question se pose. Qui a tué Jean-Luc Sictor? À Manille, tous les regards se tournent vers Gérard. Tout le monde sait que les deux frères ne s'entendent pas. La rumeur l'accuse de plus en plus. À tel point que Gérard ne sort plus de chez lui. Sa tante, inquiète de ne pas le voir depuis plusieurs jours, se rend à son domicile, au-dessus de ce café. Je sonne une fois, 2 fois, 3 fois, ça m'inquiétait. Finalement, Gérard vient ouvrir, en pleurs, une tête comme ça. Je l'ai pris dans mes bras, je dis calme-toi, calme-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors quand il s'est calmé, il dit, j'ai reçu un coup de fil anonyme. On m'accuse d'avoir tué mon frère. Il pleurait, il pleurait. Pensez bien dans quel état il s'est mis, hein? Gérard avait pourtant déjà menacé plusieurs fois son frère Jean-Luc en public. Le jour de l'enterrement de leur père, les deux frères s'étaient disputés. Et Gérard avait accusé Jean-Luc d'avoir précipité la mort de leur père. Je dis non, tu peux pas dire ça, ton papa était assez âgé, il y a la maladie aussi. Quand lui m'a dit non, de toute façon c'est lui qui a tué mon père et il saura ce que c'est d'être dans le noir et de souffrir. C'est des phrases que vous ne pouvez pas non plus rester là en écoutant. Quand vous entendez, il va savoir ce que c'est de souffrir et d'être dans le noir, et que vous retrouvez Jean-Luc dans un trou noir, ben je sais pas, je pense que tout le monde penserait la même chose que moi. Le parallèle il est fait. Les enquêteurs interrogent Gérard. Qu'a-t-il fait le soir du 9 juillet? Il change de version plusieurs fois. Les gendarmes décident alors de le placer en garde à vue. Au bout de 48 heures, il avoue le meurtre de son frère. Il est immédiatement écroué. Bah, j'ai été électrisée. Ça m'a fait drôle. Donc on va à la gendarmerie à 2. Et donc ils nous reçoivent Monsieur Bourrier nous reçoit dans son bureau avec tous les gendarmes en nous expliquant qu'il avait été en garde à vue et qu'il avait avoué. Et donc Eric a demandé si on pouvait savoir ce qu'il avait dit au niveau du meurtre. Et j'ai eu beaucoup de mal à entendre. Eric attendait plus que moi, j'étais plus... il a dû me le réexpliquer, Eric, vous voyez. Il a dû me le réexpliquer parce que j'arrivais pas à prendre les mots. Mais depuis sa cellule, Gérard revient sur ses déclarations. Il prétend qu'on lui a fait avouer un crime qu'il n'a pas commis. Il ne comprend pas pourquoi ça lui tombe tout ça. Il se sent anéanti. Gérard écrit au juge d'instruction et à ses proches pour clamer son innocence.
Complètement perdu de tous côtés par les gendarmes et surtout épuisé, je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre. J'ai donc avoué un meurtre pour avoir la paix. Aujourd'hui, je me retrouve en prison sans rien comprendre à ce qui m'arrive. Depuis, Gérard Sictor maintient cette version des faits. Retour à la cour d'assises de Douai. Cet après-midi, la présidente va tenter de comprendre les relations entre les deux frères. Tous les témoins parlent de disputes, de jalousie. Gérard, lui, s'obstine à dire qu'il s'entendait parfaitement avec Jean-Luc. Un mensonge, selon l'avocat des victimes. Ça fait partie, encore une fois, de son comportement qui est totalement incohérent, qui est totalement incompréhensible. Et finalement, mon meilleur allié, c'est Gérard Sictor lui-même, qui, par son comportement, s'accuse, tellement il est le prince de l'équivoque, du mensonge. Dès qu'il y a quelque chose où il ne peut pas répondre, il dit que c'est une bonne question. Enfin, vraiment, c'est mon meilleur allié. Il a essayé de magnifier les relations qu'il avait avec son frère, mais c'est bien normal, parce que s'il sait qu'il dit à quel point c'était des relations difficiles, ça le désigne comme un coupable. C'est très humain, ça. C'est très infantile en même temps, mais c'est très humain. En fin de journée, experts psychiatres et enquêteurs de personnalité dressent un tableau assez sombre de Gérard. Un tableau qui commence à la petite enfance. Il est l'aîné de la famille, mais il s'est toujours senti rejeté par sa mère. Elle l'aimait pas. Elle l'aimait pas. Pourquoi? C'était peut-être son premier qu'elle en voulait pas. Je ne sais pas. C'est vrai que notre mère avait une préférence peut-être pour Jean-Luc, mais Jean-Luc, ça a été, de nous quatre, c'était le plus introverti. C'était le plus... quand il était petit, il était fort renfermé sur lui-même. À la limite, il avait un jouet, il s'amusait dans un coin de la pièce, on ne l'entendait pas. On a fait apparaître que Jean-Luc, la victime, était le favori, le privilégié, le protégé de sa mère. On s'est aperçu ensuite que Gérard, par son tempérament, s'est isolé vraiment de tout le monde. À la fin de cette première journée, les intervenants ont dévoilé peu à peu les échecs et les vides de la vie de Gérard Sictor. Une révélation douloureuse pour sa famille. Le procès d'assises est toujours très difficile parce qu'il n'y a pas de pudeur. C'est l'ensemble de la vie d'une famille, de son passé qui ressurgit avec le comportement des uns et des autres. C'est ce qui rend un petit peu difficile. Il y a des choses qu'on aimerait oublier, il y a des comportements qui surprennent, il y a des amis d'hier qui ne le sont plus et inversement. C'est tout à fait ça. Deuxième jour du procès. L'audience est cruciale car aujourd'hui la Cour revient sur les aveux de Gérard pendant sa garde à vue. Dans l'histoire judiciaire, des innocents ont parfois avoué des crimes qu'ils n'ont pas commis. Il est donc essentiel de déterminer si ces aveux ont été spontanés ou extorqués. Lors de ses aveux, Gérard avait expliqué aux gendarmes qu'une dispute avait éclaté entre son frère et lui. Ivre, Jean-Luc l'aurait frappé avec un gourdin. Pour se défendre, Gérard aurait donné un coup de poing à son frère, qui serait mal retombé. Affolé, Gérard aurait constaté la mort de Jean-Luc. Il aurait ensuite chargé son corps dans le coffre de sa voiture. Ensuite, il aurait essayé de trouver un endroit discret pour s'en débarrasser. Après avoir roulé plusieurs kilomètres, il aurait emprunté une petite route près du château d'Auderchin. Et là, il aurait jeté le cadavre de son frère dans un puisard. Ces aveux sont-ils conformes à la réalité? Pour maître Dupond-Moretti et maître Demarque, Gérard aurait avoué dans des conditions contestables. Les gendarmes disent d'ailleurs que quand ils le placent en garde à vue, ils pensent déjà que c'est lui. D'ailleurs, on a, pendant les 15 premières auditions où il nie, où il persiste à nier, vous mentez, pourquoi mentez-vous? On revient 10 fois sur les mêmes questions. C'est une ambiance très particulière. À tour de rôle, il venait le questionner. Tu avoues, tu avoues, tu avoues, tu sais ce qui t'attend. Il menaçait, hein. Tu avoues ou tu sais ce qui t'attend, hein. Alors l'un partait, l'autre il arrivait. Et ça a duré 48 heures, c'est ça? 48 heures. Il était épuisé, il n'en pouvait plus. Les gendarmes avaient la certitude dès le début que Gérard Sictor était coupable parce que la rumeur le désignait. Et ils ont fait de cette rumeur une vérité judiciaire. Jean-Luc a-t-il succombé au coup de poing de son frère? Étant donné l'état du cadavre,
aucun expert n'a été capable de le dire. Le légiste nous explique, très objectivement d'ailleurs, qu'il ne connaît pas les causes du décès. L'entomologiste nous explique qu'il ne connaît pas la date du décès. À ce stade, nous ne savons ni comment cet homme est mort, ni quand il est mort. Un autre point reste non élucidé. Le t-shirt de Jean-Luc était couvert de sang. Or, on ne retrouve aucune trace de sang, ni dans l'appartement, ni dans la voiture de Gérard, qui aurait servi à transporter le corps. Cela conforte évidemment la position de Maître Dupond-Moretti. Certaines questions essentielles restent sans réponse. Un tas d'éléments devaient être vérifiés, ils ne l'ont pas été. L'accusation fixe la mort de Jean-Luc Sictor à la date du 9 juillet. Et 2 témoins affirment que postérieurement à cette date, ils l'ont vu au volant d'une voiture de couleur verte, dont ils donnent la marque. Et ils sont certains de cela. En effet, 2 vieux amis de Jean-Luc affirment l'avoir vu 1 mois après sa disparition, le 5 août précisément. J'ai vu Jean-Luc passer devant moi sur la route nationale à Manille, pas loin de son domicile, et que je l'ai bien reconnu. Il y avait ce sourire-là dans la voiture. Il y avait un petit sourire, ça ne pouvait être que lui, quoi. Et j'ai tout de suite dit à mes amis, tiens, Jean-Luc vient de passer, je suis content, il est vivant au moins, tout va bien pour lui, il a fait une fugue, c'est son problème, c'est ça que j'ai dit à l'époque. Des témoignages qui mettent en doute les certitudes des gendarmes. Ils m'ont dit, le problème chez vous, c'est que vous maintenez votre témoignage, quoi. J'ai pas hésité, et puis je reviens pas sur ma décision de ce que j'ai vu. Je suis fidèle à ce que j'ai vu. Vous dites, merde, ils me disent qu'il est mort. Mais moi, à ce moment-là, et encore aujourd'hui, c'était bien lui que j'ai vu. Si Jean-Luc était vivant le 5 août, Gérard ne peut donc pas l'avoir tué 1 mois plus tôt. Que s'est-il véritablement passé? Au soir du 2e jour, les lacunes de l'enquête laissent une impression de malaise. Demain, c'est le jour du verdict. La tante de Gérard reste son principal soutien. Depuis 2 ans et demi, elle a été quasiment la seule à lui rendre visite à la prison. J'ai mal au cœur, c'est un innocent, pauvre innocent. Est-ce que la lumière sera faite quand même? J'espère que la juge comprendra qu'il est innocent. Dernier jour du procès, c'est au tour des avocats de s'exprimer les uns après les autres. Des instants décisifs pour les 2 parties puisque chacune va tenter d'emporter la conviction de la Cour. L'audience est ouverte, asseyez-vous. Vous voulez bien faire entrer Monsieur Sictor? L'enjeu pour Gérard est énorme. Selon que les jurés le déclareront innocent ou coupable, il peut être acquitté ou condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Maître Dragon, l'avocat d'Annick et de Jacques, est le premier à plaider. J'étais venu avec une conviction et j'en suis ressorti en étant persuadé de la culpabilité de Gérard Sictor. Mais encore une fois, ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. J'aimerais vraiment qu'il puisse avouer, reconnaître devant sa sœur et son frère ce qu'il a fait. Beaucoup de gens veulent qu'il y ait une sentence, quoi, qu'il y ait une... Mais moi, je pense pas, j'ai pas cet état d'esprit-là. J'ai plus cet état d'esprit-là, du moins. Ouais. Je pense qu'au début du procès, j'avais un autre état d'esprit, là, c'est un peu différent. Je veux pas qu'il y ait de haine, quoi, c'est fini, quoi. On arrête toute cette haine, quoi. L'amour reviendra peut-être après. C'est maintenant au tour de l'avocat général de s'exprimer au nom de la société. Il requiert entre 13 et 15 ans de réclusion. La teneur de mes réquisitions, c'est de conclure à la culpabilité de Gérard Sictor dans un dossier qui est incontestablement difficile, dans la mesure où on ne connaît pas la cause du décès, on ne connaît pas la date du décès. Et donc, pour établir la culpabilité de Gérard Sictor, il m'a fallu construire et recouper un certain nombre d'informations, de témoignages, pour établir une culpabilité. Les avocats de Gérard Sictor vont maintenant tenter de convaincre les jurés qu'ils n'ont pas d'éléments suffisants pour condamner leur client.
Maître Demarque va plaider le premier. Il rappelle que l'intime conviction n'est pas une affaire de sympathie ou d'antipathie. Il faut des preuves, dit-il, autre chose que des ragots. Après lui, maître Dupond-Moretti enfonce le clou. Au Café du Commerce, Gérard Sictor est déjà condamné. Mais dans le dossier, il n'y a rien sur le plan matériel. Rien. Si vous le déclarez coupable, vous aurez jugé. Mais vous n'aurez pas rendu la justice. La plaidoirie de maître Dupond-Moretti a duré 1h30. Et l'éclairage judiciaire ne transcende pas les hommes, il est ce qu'il est. Donc il peut effectivement exaspérer, mais il n'y a rien là en termes de matière judiciaire pour étayer une culpabilité. Moi, si je suis juré, j'acquitte. Dans tout procès d'assises, c'est l'accusé qui a le dernier mot. Gérard Sictor ne prononce que quelques phrases. « J'aimais mon frère, je ne l'ai pas tué ». Pour la famille, c'est bientôt l'heure du verdict. Mais avant que les jurés ne partent délibérer, la présidente leur rappelle les éléments sur lesquels ils doivent fonder leur décision. La loi, elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre Gérard Sictor et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Mesdames et messieurs les jurés, nous allons nous rendre dans la salle des délibérations. Nous ne pourrons en sortir qu'après avoir pris notre décision. L'audience pénale est suspendue. Les 9 jurés et les 3 membres de la Cour partent délibérer. Commence alors une très longue attente. Aujourd'hui, on voudrait faire le deuil complètement. Parce qu'il ne faut pas croire, on a peut-être enterré Jean-Luc, mais le deuil, que ce soit pour sa sœur, son frère, ou la famille qui les entoure, ou les amis proches, le deuil n'est pas réellement fait. On attend justement ce verdict et on espère trouver la vérité au milieu de ce verdict. Je suis terriblement inquiète. Moi, je ne survivrai pas si malheureusement il est condamné. Parce qu'ils vont condamner un innocent, un brave garçon. Après plus de 4 heures de délibération, la présidente va donner lecture du verdict. La Cour et le jury, après en avoir délibéré ensemble et voté conformément à la loi au scrutin secret, vous condamnent, monsieur Gérard Sictor, à la peine de 14 années de réclusion criminelle. Annick et Jacques sont soulagés d'entendre cette décision. On a eu très peur, là. Très peur qu'il soit acquitté, quoi. En revanche, ce verdict fait l'effet d'une bombe du côté de la défense. Immédiatement, maître Dupond-Moretti demande à la greffière les papiers pour faire appel. Stupéfiant, ça. C'est stupéfiant. Parfois, on a du mal à comprendre. Hein. Et comme les décisions de cour d'assises ne sont pas motivées, il faut 4 heures pour accoucher d'un verdict comme celui-là, avec une garde à vue comme celle-là. Il n'y a que les aveux qui ne sont corroborés par aucun élément matériel. Mais comment on fait ? Moi, je vais presque vous dire, vous voyez, dans le sentiment qui est le mien, j'ai presque une espérance, c'est que Sictor soit réellement coupable. Parce que s'il est innocent, c'est un cauchemar absolu. Gérard Sictor retourne en prison. Il va y rester jusqu'à son procès en appel.